Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro Les métiers de demain, émission spéciale sur les métiers qui recrutent. À un moment où les jeunes doivent choisir leur orientation après la troisième, après le bac, pour les masters aussi, on a choisi de vous présenter des secteurs qui sont à la recherche de nouveaux talents. Que ce soit dans l'industrie, la santé, le social, le numérique, la banque, le BTP, les transports, la restauration, les postes à pourvoir sont nombreux et les filières recrutent à tout niveau de compétences. Ces secteurs offrent aussi de belles perspectives d'opportunités de carrière. Alors bien sûr, on ne peut pas les passer tous en revue. On a choisi aujourd'hui, pour cette émission, de vous faire découvrir 3 secteurs: transport de voyageurs, industrie du caoutchouc et assurance. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir sur ce plateau Valérie de Flandre, conseillère CIDJ. Bonjour. Bonjour. Alors le CIDJ, c'est le Centre d'information et de documentation de la jeunesse. Vous êtes référente emploi et vous venez de publier un guide sur les 50 secteurs qui recrutent. On va en parler d'ici quelques secondes. Lydie Jallier, bonjour. Bonjour. DRH du groupe Keolis, donc groupe de transport, de voyageurs, de mobilité. Islem Belkouz, bonjour Islem, directeur économie et relations extérieures chez Elanova, accompagné de Nicolas Verdeil, directeur général du groupe Sacred. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et puis en seconde partie d'émission, nous recevrons Laurent Arastingy, directeur général de l'IFPAS, pour nous parler des métiers de l'assurance. Allez, c'est parti pour cette émission et tout de suite place à l'expert de demain. Et je me tourne vers vous, Valérie de Flandre, conseillère CIDJ. Alors, c'est quoi le CIDJ plus précisément? Le CIDJ, c'est un lieu où sont accueillies toutes les personnes à la recherche d'un nouveau parcours professionnel. Donc, on va leur faire découvrir les métiers, les secteurs d'activité, les formations qui conduisent. On va également parler de mobilité internationale, d'alternance, de recherche de stage. Tous les ingrédients pour réussir ces projets. Et justement, vous venez de sortir un guide sur les secteurs qui recrutent. Quels sont les secteurs justement les plus en demande? L'industrie avec un grand S, les secteurs liés aux services aux entreprises, les services liés aux personnes, handicap, petite enfance, grand âge, également tous les métiers de l'hôtel-restauration, banque, assurance. Il y a plus de 50 secteurs qui recrutent, ça représente 400 métiers, ça représente 500 entreprises. Et il y a un combien d'emplois? On a une idée des emplois? Les emplois par secteur, ça peut se comptabiliser jusqu'à 50 000 recherches au cours de cette année. Oui, donc il y a vraiment des emplois à pourvoir. Alors ce guide, c'est intéressant, vous le publiez tous les 2 ans. Oui. Est-ce que vous avez vu une évolution dans les secteurs qui recrutent et dans les métiers aussi qui sont demandés en 2 ans? Oui, on voit quand même une progression due à l'évolution des métiers parce qu'il y a la transformation à cause ou grâce à l'IA, à tout ce qui est techno, également tout ce qui est climatique. Et ça influence des pratiques, ça influence également des besoins des consommateurs. C'est un amalgame de tous ces critères qui font évoluer les métiers. Mais il y a des métiers, par exemple, qui recrutaient il y a 2 ans, qui ne recrutent plus du tout aujourd'hui. On pense au bio, par exemple. Oui. Voilà, tout le secteur de l'alimentation, notamment magasins bio. On a tous fréquenté les fermes pas trop loin de notre domicile au moment du confinement. On a eu une envie de bio à la sortie de ce confinement. On a cru que la filière était en plein boom, mais malheureusement, la crise, l'inflation, on a dû revoir à la baisse les besoins de recrutement. Quels sont les types de métiers recherchés, les profils de postes? J'ai envie de dire qu'il y a de la place pour tous les jeunes et les moins jeunes, puisque dans beaucoup de secteurs, on recrute du CAP au bac+5. Il y a vraiment des besoins à différents niveaux de la production et des services.
Vous avez des exemples peut-être à nous donner? Oui, par exemple, dans le bâtiment, on a besoin autant de professionnels sur le terrain pour construire, mais nous avons également besoin de professionnels dans les bureaux d'études avec le fameux BIM, où on va modéliser tout le parcours de la construction, du devis, de l'élaboration des plans à la réalisation et à la commande. Qu'a changé l'intelligence artificielle, puisque vous en parlez? L'intelligence artificielle, je pense que c'est devenu une béquille. En tout cas, je voudrais que ça reste qu'une béquille, qu'elle ne nous remplace pas totalement. C'est une béquille parce qu'elle va aider à faire des choix, mais elle va également aider à analyser, à nous faire gagner du temps dans la production et dans l'analyse des données. Mais est-ce que vous avez vu des métiers disparaître? Je ne pense pas que les métiers disparaissent totalement. Je pense que ce sont vraiment des compétences traditionnelles qui vont évoluer. Et c'est dans ce sens-là où on attend également beaucoup pour fidéliser les candidats, les salariés au sein des entreprises. Un accompagnement dans cette évolution. Je vois nos invités réagir. Là, Islem, peut-être un mot là-dessus sur l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, moi je verrais ça plutôt comme un outil au service de l'humain, plutôt que comme une béquille, même si en fait l'image elle est très parlante. Il faut garder la compétence humaine et s'appuyer sur des outils qui permettent justement d'être plus efficace dans le travail qui est fourni. Oui, voilà, c'est dans ce sens-là que j'emploie le mot béquille. Lydie, Nicolas? Moi, peut-être rapidement, c'est vrai que on parle de béquille d'aide et on parle d'intelligence artificielle, mais en fait, c'est l'intelligence humaine derrière la machine et c'est là-dessus qu'on doit absolument préparer nos salariés et nos équipes, c'est-à-dire les former, les préparer à l'évolution de leur métier. Et effectivement, là où on pensait que sur le champ des services, l'intelligence artificielle n'interviendrait pas même dans les tâches et dans la conduite des activités du quotidien, elle est partie prenante et en fait, ça nous oblige, nous, à bien réfléchir à ce que nous voulons faire et à l'objectif que nous voulons porter en utilisant l'intelligence artificielle. Votre émission s'appelle les métiers de demain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de métiers anciens qui ont besoin d'être pérennisés dans le temps. Et ça, c'est très important, notamment sur l'industrie du caoutchouc, mais sur un certain nombre d'industries également, sur un certain nombre de services. Donc voilà, les métiers d'aujourd'hui ou d'hier doivent être portés demain et on a besoin de jeunes pour ça. C'est peut-être au niveau de la robotisation dans ce type d'industrie. Les ouvriers, on va devoir les accompagner à ne plus être uniquement un opérateur, mais une personne qui va être en capacité d'installer, de surveiller, d'assurer la maintenance, par exemple. Absolument. Est-ce qu'on peut avoir une visibilité aujourd'hui sur les métiers qui vont recruter demain ? Ou est-ce que c'est encore un peu compliqué? C'est de plus en plus compliqué de se projeter sur 10 ans. Si je me regarde 25 ans en arrière, je m'entends dire, mais dans 10 ans, on aura tel type de besoin. Maintenant, je ne m'avance plus. Je pense qu'on a une vision à court terme. Il y a l'évolution. Elle est vitesse au max. Donc, non, on va dire, voilà, dans 3 ans. C'est pour ça que lors des entretiens avec les personnes que nous recevons au CDJ, on va être plutôt sur quelles sont vos motivations, quels sont vos critères, pour que les personnes puissent les adapter aux besoins des recruteurs. Alors justement, les jeunes qui viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Quelles sont leurs envies? Quelles sont leurs peurs aussi? Quelles sont leurs craintes? Il y a beaucoup plus de craintes. C'est vrai qu'il y a un contexte économique, géopolitique qui n'encourage pas les jeunes à se projeter. L'avenir peut faire peur. Donc il y a un frein sur comment je vais présenter mes motivations, comment je vais présenter mes envies. Ils ont besoin d'être assurés. Quand on a préparé cette émission, quand même, vous m'avez dit quelque chose de très fort. Vous m'avez dit, ils s'interdisent de rêver. Tout à fait. Oui. Mais oui, parce que pour eux, un rêve va pas forcément les mener à avoir un quotidien stable où ils vont pouvoir faire face aux factures. Et c'est un sujet qui revient souvent, le salaire maintenant. Moins que les métiers passion, où je suis passionnée d'art, de communication, de sport. C'est vrai que les jeunes sont en recherche d'une stabilité et puis surtout qu'on les rassure sur
ces fameux lendemains. Alors justement, puisqu'on parle salaire, là, dans tous les métiers qui recrutent, quelle tendance par rapport à il y a 2 ans au niveau des salaires? Les salaires, il ne faut pas croire que c'est les Bac+5 qui rapportent le plus. On a des exemples dans l'industrie où il y a des tourneurs, des fraiseurs, ils sont tellement recherchés que... voilà, c'est comme le mercato au moment... Donc le fait de faire des études supérieures ne garantit pas un niveau de salaire élevé? Pas toujours. En tout cas, il faut arrêter avec cette idée. Et puis, les métiers les plus en évolution ne sont pas forcément au niveau des Bac+5. Je pense qu'il y a une dynamique beaucoup plus forte au sein des industries pour des métiers... méconnus ou jugés en niveau bas de qualification. Oui, Nicolas? Ce qui est important, outre le salaire bien évidemment, mais c'est aussi le sens. Donc les jeunes sont beaucoup en recherche de sens sur un certain nombre de sujets, dont l'écologie. Et ce faisant, c'est à nous aussi, dirigeants d'entreprise, de trouver les bons mots, le bon message pour justement donner du sens à leur recherche. Ouais. Donner du sens. Je vois également apparaître un autre critère, est-ce que j'aurai ma place? J'ai l'impression qu'il y a un peu le message qui se décale actuellement. C'est est-ce que je vais avoir une place? Et ce qui fait que vous avez dû peut-être changer votre façon de les accompagner? Oui, bien sûr. Le métier de professionnel de l'orientation faire pas beaucoup de psychologie, hein, peut-être. Voilà. Beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute. Surtout d'écoute, puisque il faut installer un climat de confiance pour que justement ils s'autorisent à nous partager leurs rêves. Et parce que je pense que c'est important quand même d'avoir un des critères, c'est l'envie. Et comment on va éveiller, susciter la curiosité. Je pense qu'on est là également pour déclencher une envie d'apprendre, de connaître et d'aller à la rencontre de métiers méconnus. Justement, on va essayer de leur donner envie aujourd'hui avec cette émission. On va partir à la découverte des métiers du transport voyageur et du caoutchouc. C'est notre séquence, les métiers qui recrutent. Et on va commencer avec le groupe Keolis. C'est vous, Lydie Jallier, puisque vous êtes DRH de ce groupe. Alors, un mot du groupe Keolis. Si je dois résumer, c'est le bus, c'est le métro, c'est le tramway? C'est à peu près tous les modes de transport qu'on peut imaginer, transport de voyageurs et transport public, et un groupe français, mais qui a une présence mondiale dans plus de 13 pays, en fait, et qui permet à tout à chacun de rejoindre son lieu de travail, son école ou simplement sa famille, de se retrouver. Donc, on se sent extrêmement investi d'une mission. On parlait tout à l'heure de sens ou même de trouver sa place. En fait, on est très ancré dans un territoire, on est très ancré dans la vie et le quotidien de nos concitoyens. Donc, on a une place toute particulière et c'est ce qui fait d'ailleurs que quand on connaît le métier du transport de voyageurs, en fait, c'est un métier passion et on est finalement très autonome et très présent dans le bus. On parlait dans le justement avec Valérie de cette nécessité quand même pour les jeunes de retrouver une flamme, de retrouver une passion. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire tous ces métiers, enfin quelques-uns de ces métiers du transport voyageur? On pense évidemment au métier donc, de conductrice ou conducteur. J'y reviendrai, le sujet de la féminisation et les métiers genrés sont un sujet aussi. Je pense là on a un certain nombre de biais, mais globalement voilà, derrière un volant, derrière une manette, sur dans un métro. Dans un tram ou dans un bus, mais aussi derrière un volant pour emmener des enfants à l'école, donc les cars scolaires, le transport de personnes à mobilité réduite. Donc les métiers de la conduite sont les plus importants. 64% de nos effectifs sont derrière un volant ou une manette. Donc ça, c'est important. Mais finalement, pour faire rouler ces bus, il faut aussi qu'on soit capable de maintenir ce matériel roulant. Et donc, on a des métiers, là, des métiers, vous le disiez, hein, des métiers d'hier, d'aujourd'hui, qui sont toujours très présents. Des mécanos, par exemple. On a besoin de ces métiers. Et puis, on se rend compte aussi qu'avec les enjeux de décarbonation,
nous nous sommes saisis de ce sujet, ça fait partie de nos stratégies. On a des flottes qui s'électrifient aussi, donc on a besoin de développer des nouveaux métiers pour maintenir ces équipements qui sont très spécifiques pour les charger. Et donc là, on a des métiers très techniques. Et puis après, il y a tout l'écosystème. Enfin, il y a de la billettique. On va retrouver les contrôleurs aussi. On va s'assurer que tout le monde s'est bien acquitté de son titre de transport. Et puis le PC, c'est-à-dire le poste de contrôle où on va s'assurer que le service se passe au mieux, de façon sûre. Et voilà, beaucoup de métiers. Et puis bien sûr les métiers classiques comme le marketing, l'ingénierie, on va retrouver la RH, dans un groupe de 70 000 personnes, on a effectivement toutes les fonctions support pour accompagner. Alors, quels sont vos besoins aujourd'hui de recrutement? Et sur quel type de poste et à quel niveau de qualification? Alors, on a besoin d'à peu près 20 000 collaborateurs, en tous les cas d'en accueillir 20 000 en 2025, des volumes importants, 17 500 CDI. On a effectivement aussi un business model qui fait qu'on a un flux d'entrée important. Quand on gagne un contrat, on va effectivement accueillir du personnel, donc on a des enjeux d'intégration très très fort, et ça aussi, ça fait partie finalement du recrutement. Ces premiers moments dans l'entreprise où on découvre son métier, son activité, sa raison d'être aussi, c'est ce qui fait qu'on y reste. Donc là aussi, c'est un point important pour nous. Et donc, si je devais répartir ce nombre de recrutements, moitié sur la France et l'autre moitié sur les 12 autres pays où on opère, donc aux États-Unis jusqu'à l'Australie. Ce qui est intéressant, c'est que vous recrutez à tout niveau de qualification? Oui. Exactement, ou même sans qualification. Bien souvent, nous avons des jeunes qui viennent à nous avec un permis B et qui se disent un peu perdus. Justement, on parlait tout à l'heure de curiosité. Donc parfois, simplement parce qu'un ami leur a parlé de cette possibilité, nous avons des centres de formation et d'apprentissage en interne. Donc on est capable de leur offrir un parcours de 6 mois, de leur permettre d'obtenir un permis D et puis de leur offrir un emploi en CDI derrière. Donc c'est très important. On parlera en deuxième partie d'émission de votre centre de formation, justement, pour se former tout au long de la vie. Vous recrutez donc sans CV. Comment? Est-ce que vous avez dû changer vos méthodes de recrutement? Oui, on a dû changer nos méthodes de recrutement. Je pense que la plupart des entreprises, on le fait sans CV. On le fait aussi au travers de la cooptation. Nos meilleurs ambassadeurs sont nos collaborateurs, donc on a travaillé ces enjeux-là. On a d'ailleurs une cooptation très spécifique pour avoir plus de conductrices. Donc on essaye d'incentiver, de faire en sorte que les femmes viennent aussi vers ces métiers qui sont dits genrés. Oui, parce que alors les femmes, si je regarde, c'est 22% de l'effectif global, mais 18% simplement pour la conduite. Oui, 35% pour ce qu'on appelle plus les cols blancs, donc dans les fonctions support. Effectivement, un métier qui est méconnu, généralement plutôt proposé à des garçons qu'à des filles. C'est un peu comme sur le terrain de foot. On a un partenariat avec Graines de footballeuses très récent, justement pour s'ouvrir à des filles et des jeunes filles qui sont peut-être dans le questionnement et qui se disent que le terrain de foot c'est pour elles, donc peut-être que les métiers de la conduite c'est aussi pour elles. Donc dans ces partenariats, ces échanges, j'espère qu'on va arriver à changer les mentalités. Oui, éviter que les filles se mettent des freins finalement. On a beaucoup de freins. Oui, effectivement, on a beaucoup de freins et c'est vrai que dans des environnements plutôt masculins, là aussi on a du mal à se projeter. Et donc je parlais tout à l'heure d'intégration, c'est aussi des notions d'inclusion, de diversité. Et quand vous avez une diversité de passagers, parce qu'on a cette chance finalement, nos clients sont nos passagers, pas simplement les autorités organisatrices de mobilité qui nous confient un contrat et l'exploitation d'un réseau, mais c'est aussi nos passagers. Il faut absolument qu'on leur ressemble. Et on a une majorité de femmes qui utilisent les transports en commun. Et donc c'est important pour nous aussi de féminiser. Qu'est-ce que vous regardez quand vous recevez un candidat ou son CV, ou vous l'avez en face à face? Voilà, quels sont vos critères de recrutement? Est-ce que vous accordez de plus en plus de place aux, entre guillemets, soft skills, donc les compétences autres? C'est là Est-ce que vous regardez la personnalité, la motivation? Vous avez raison, Florence, parce que c'est là où il y a un autre biais. C'est qu'on pense que des emplois où finalement la qualification n'est pas si importante que ça. Je veux dire, la formation initiale, c'est bien, oui, c'est important. Évidemment, continuez à vous former et à aller à l'école, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, quand on vous confie
un autobus ou même un autocar, c'est que vous allez transporter des personnes, c'est que vous êtes responsable, vous êtes autonome, vous êtes seul et vous êtes dans un environnement qui peut être plein d'imprévus. Et donc, il faut pouvoir être réactif, savoir garder son calme et puis savoir aussi accueillir les passagers, les orienter au mieux. Donc, c'est vraiment un métier multifacette, un métier où vous êtes au contact de vos concitoyens et donc qui nécessite aussi une ouverture, une écoute, une capacité d'accueil et ça, c'est essentiel. Et donc, effectivement, on va adresser au travers de tests, d'ailleurs, pour pouvoir nous assurer que nos conductrices et nos conducteurs soient à même de gérer le quotidien et d'être pleinement en capacité de tenir leur mission. Comment donner envie à ces jeunes qui nous regardent de venir travailler chez Keolis? Il faut venir parce que en fait, ces jeunes-là, c'est aussi nos passagers et finalement, c'est des métiers où ils peuvent évoluer, grandir. C'est-à-dire qu'on peut commencer à la conduite et on a quelques exemples et finalement devenir directeur d'une filiale et de pouvoir avoir des équipes, manager aussi des personnes qui ont eux-mêmes des envies, des rêves. Moi, je pense qu'il faut continuer à rêver. Ces métiers passion, c'est des métiers de terrain bien souvent. C'est des métiers de rencontre, de contact. Et pour Keolis, c'est vraiment essentiel, ça fait partie du modèle de leadership. La relation est au cœur du dispositif, la relation manager-manager, et puis notre capacité aussi au travers de l'Institut Keolis de proposer des parcours, donc on passe de la conduite à la régulation, au contrôle, et puis peut-être après RH, ça aussi c'est arrivé, des opérationnels qui avaient envie de rejoindre la fonction, il y a des belles histoires. Comment on les fidélise? Parce que vous êtes quand même en concurrence avec l'industrie là, qui est représentée par... Islem et Nicolas. Alors, il y a plein de façons de le faire, mais globalement, il faut trouver le point d'équilibre. Le point d'équilibre dans les métiers comme les nôtres, qui sont des métiers qui sont quand même extrêmement demandeurs vis-à-vis de l'engagement de nos collaborateurs, c'est des métiers qui vont nécessiter de l'organisation, de l'aménagement du travail, de trouver cet équilibre vie perso, vie professionnelle. Vous parliez de trouver sa place, mais aujourd'hui, on cherche une place qui nous définit aussi en tant que, je peux parler pour moi, en tant que mère, en tant que professionnelle et aussi en tant qu'amie, etc. Et ça, c'est l'essentiel pour nous. Donc, l'aménagement, l'organisation du temps pour trouver des espaces, un équilibre. Et ça fidélise beaucoup. Oui, l'équilibre qui est important entre vie professionnelle et vie personnelle. Les jeunes y accordent beaucoup d'importance. Ils accordent beaucoup d'importance. Et puis, je vais quand même revenir au salaire, parce qu'on va se le dire. Enfin, oui, voilà. On contractualise. Le salaire, ça compte, c'est ce que Valérie nous disait. Et aussi, il y a un contrat de travail, parce qu'on espère, après avoir travaillé, pouvoir percevoir un salaire et vivre sa vie correctement et pouvoir s'engager sur le long terme, c'est aussi ça. Alors, chez Keolis, c'est à peu près 2400 €. Ça peut changer. Salaire de départ pour un conducteur? Salaire moyen pour un conducteur. Pour un conducteur. Voilà. Donc, le salaire de départ, ça va dépendre aussi beaucoup. On est sur du brut, du net? On est sur du brut. On est sur du brut. Oui. En RH, on parle en brut. Ah, pardon. Les salariés parlent en net. Quand on embauche. Alors après, on leur explique effectivement qu'on a un certain nombre de charges, mais il y a aussi un certain nombre d'avantages, de la mutuelle, de la prévoyance. Et puis, on a des comités d'entreprise aussi qui accompagnent sur les activités sociales. Donc, il y a tout un appareillage. Mais globalement, c'est 2400 €. Puis après, ça dépend. Si vous êtes en temps partiel, si vous êtes à temps plein, si vous êtes dans une petite filiale ou une plus grande. Et tout dépend aussi l'engagement que vous donnez et l'équilibre que vous recherchez. Donc voilà, donc le salaire, et puis un point important quand même que vous avez souligné, c'est l'autonomie qui est donnée notamment aux conducteurs. Je pense qu'en fait c'est ça, cette capacité de prendre de l'initiative et puis ce contrat de confiance, c'est-à-dire qu'au moment où vous signez un contrat de travail avec Keolis, c'est un contrat de confiance. On vous confie quand même du matériel, vous avez la responsabilité d'un certain nombre de personnes que vous allez transporter quotidiennement. Et ça, finalement, ça donne, vous parliez de sens, mais c'est aussi l'importance, l'utilité. Et c'est ça qui est aujourd'hui essentiel pour nos conducteurs et nos conductrices. Mais j'ai pas forcément envie que de réduire à cette population, mais vraiment que ce soit OPC sécurité, que ce soit à la régulation, à l'exploitation, à la maintenance. C'est-à-dire quand vous êtes un conducteur, vous ramenez votre autobus ou votre car, il faut que l'équipe de maintenance soit là, vous êtes, qu'elle prenne en compte la réparation de votre siège, qu'elle vous mette dans les meilleures conditions pour faire votre travail. Et même chose pour toutes les fonctions support. Il faut que les systèmes de billettique fonctionnent, il faut que l'informatique suive. Voilà, l'intendant suivra, ça nécessite l'engagement de beaucoup de femmes et d'hommes derrière. Et c'est ça qui nous fait avancer. Et ça fait partie d'ailleurs de notre signature. C'est notre façon d'avancer ensemble.
On avance ensemble. Merci Lydie. Vous restez avec nous. On poursuit avec les métiers du caoutchouc et des polymères avec Islem Belkous, directeur économie relations extérieures d'Elanova, Nicolas Verdeil, directeur général du groupe Sacred. Islem, Elanova, c'est le centre d'excellence pour la valorisation des caoutchoucs et des polymères. Quelles sont ses missions? Alors d'abord, Elanova, c'est une vitrine. C'est une vitrine d'une industrie mature, une industrie qui est l'une des plus anciennes de France. Une industrie qui est à enjeu, qui a toujours épousé son air du temps. Alors les missions d'Elanova sont triples. D'abord, en fait, une mission de représentation, de défense des intérêts des industriels du caoutchouc. C'est le propre de l'activité principale du syndicat Elanova. Ensuite, vous avez en fait un laboratoire technique qui, lui, en fait, concentre tout le savoir-faire dans le domaine des technologies et des techniques du caoutchouc, un matériau extrêmement en fait, vicieux et très très sympathique à travailler. Et puis vous avez une école qui vient compléter le scope. L'école est là pour former à la fois en formation initiale mais également en formation continue les compétences qui sont dans le domaine du caoutchouc. Puis en fait, toute dernière structure qui est extrêmement intéressante qu'on a annoncée à 10 années en arrière, Elanova a créé une fondation sous l'égide de la Fondation de France qui participe à des missions d'intérêt général. Et typiquement, on a retrouvé des applications qui ont été travaillées par Elanova et qui ont été portées par les athlètes paralympiques, en tout cas utilisées par les athlètes paralympiques lors des JOP 2024. Donc voilà, Elanova, c'est une vitrine de l'excellence du caoutchouc et des polymères. Nicolas Verdeil, vous Sacred, vous dirigez cette première ETI de France spécialisée dans le caoutchouc industriel. Alors qu'est-ce que vous faites? Alors, effectivement, donc, on a plusieurs activités, plusieurs cordes à notre arc. On fait des pièces pour l'automobile, pour d'autres différentes industries, que ce soit le transport de l'énergie, que ce soit aussi des semelles de chaussures. Et puis on fait aussi du mélange qu'on vend, donc le mélange, alors pour vous représenter, donc le mélange, c'est comme une cuisine dans laquelle vous venez mettre dans une grande marmite différents ingrédients qui, mixés les uns avec les autres, vont vous donner du caoutchouc. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on vend chez Sacred. Eh oui, ça, on ne l'imagine pas toujours comme ça. Voilà. Exactement. Mais une question intéressante, vous dites que vous faites des semelles. Bon, là, le caoutchouc, ce ne sont pas que les pneumatiques, parce que souvent, on a cette image-là. Sur 2025-2030, quels sont les besoins dans la filière? Alors, les besoins sont extrêmement intéressants pour les jeunes. D'abord, quelques chiffres pour situer le contexte. À l'horizon 2030, on a à peu près 18% de l'effectif salarié de la branche qui va partir à la retraite, donc à renouveler. Ce sont en fait, sur les 40 000 postes de travail, à peu près 7 200 postes qui vont s'ouvrir sur les 5 prochaines années. Aujourd'hui, on a à peu près 2000 jeunes qui travaillent dans l'industrie du caoutchouc, c'est 5% de notre effectif. Et notre dessein, c'est justement d'accroître cette proportion. Et il y a de la place pour tout le monde. Ce qu'on demande quand on est face à des candidats, c'est de l'envie. C'est vraiment d'intégrer une équipe passionnée par ce qu'elle fait. Donc les besoins sont là, sont extrêmement importants pour la période à venir. 2 chiffres pour terminer, à peu près 500 emplois qui sont à peu près à renouveler par an. Et à peu près autant en emplois qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Donc n'hésitez pas à mais quel type d'emploi Alors ça touche quasiment tous les métiers qu'on trouve dans une entreprise. Principalement l'attention aujourd'hui, elle est sur des métiers de production, manutentionnaires, mais également opérateurs. Mais on trouve beaucoup de terrains de jeu, notamment dans la R&D. On est une industrie de recherche et développement, une industrie qui est une industrie de science. Et donc, on a en fait des besoins pour remplacer ou bien pour intégrer des équipes de recherche et développement dans la mécanique, dans la chimie, dans la formulation qu'évoquait à l'instant Nicolas. Bref, on a en fait des emplois quasiment sur toute la chaîne de valeur et il y a de la place pour tout le monde. Alors, Nicolas Verdeil, vous, très concrètement dans votre entreprise, quel type de profil recherchez-vous? Quels sont les besoins que vous avez? Alors aujourd'hui, on a des besoins, donc, comme vient de le dire Islem, des besoins de renouvellement qui sont très importants. Au niveau donc production, des opérateurs, on a des besoins aussi au niveau maintenance qui sont très importants. On a aussi beaucoup de demandes pour tout ce qui est formulation du caoutchouc. Donc comment faire des formules, la fameuse recette de cuisine. La recette de cuisine. La fameuse recette de cuisine. Donc il nous faut des gens, que ce soit des bac plus 3, des bac plus 5, pour venir nous aider à réaliser ces formules. On s'appuie aussi pour ce faire sur l'intelligence artificielle, donc ce n'est pas elle qui va les faire, mais ce qui va nous réduire le temps
de mise à disposition des formules sur le marché. Donc on aura toujours besoin des gens. Concrètement, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle vous permet de mieux doser les mélanges, enfin, je sais pas, en fait, une fois avec votre recette de cuisine, vous allez avoir un certain mélange qui va être obtenu. C'est très subtil et on va remettre un certain nombre de petits ingrédients, du sel, du poivre un peu à droite et à gauche. Et l'idée, c'est que l'IA va vous aider à partir du résultat obtenu, à partir du gâteau obtenu, à ce que vous voulez comme gâteau. On va vous le définir beaucoup plus vite à partir des ingrédients à choisir. L'IA va améliorer le gâteau, si je comprends bien. En tout cas, va le rendre plus rapide. Vous avez quand même, dans le caoutchouc, vous souffrez d'un déficit d'image. Hein. On se dit, le caoutchouc, voilà, c'est du pétrole, ça pollue. Comment est-ce que vous faites justement pour essayer de gommer un petit peu cette image qui n'est pas forcément positive? Alors d'abord, il faut tordre le cou justement à cette image-là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 50% de la matière première utilisée provient de la nature. Hein. C'est de l'EVA, hein, donc c'est du caoutchouc naturel. Et les entreprises, en tout cas françaises et européennes, sont extrêmement engagées dans la protection des forêts notamment, de manière à ce que cette matière première-là, issue, c'est un produit de la nature, puisse continuer à exister, et parce que la nature a doté l'industrie avec un produit qui a des caractéristiques inégalables par rapport aux produits pétroliers. Après, effectivement, il y a du caoutchouc synthétique, du caoutchouc qui provient du pétrole, et sur cette partie-là, il y a beaucoup d'évolutions qui sont en train de se faire de manière à ce qu'on soit sur de la formulation à partir d'ingrédients qui soient vertueux. Donc il y a de plus en plus de matériaux biosourcés qui sont employés. Il y a de plus en plus de solutions qui sont respectueuses par rapport à la donne environnementale. Et justement, on parle des métiers de demain. Les métiers de demain se créent aujourd'hui. Et on a une montée assez impressionnante des métiers liés justement au verdissement de l'industrie. Les thématiques RSE sont extrêmement en train de monter en puissance dans les entreprises. Des métiers qui sont relatifs à la sustainability, c'est-à-dire au développement durable. Et donc, notre image, effectivement, elle peut être aux yeux des jeunes un peu écornés, mais venez découvrir ce que nous faisons et notre engagement justement pour la transition écologique. Oui, alors très concrètement dans votre entreprise, là, cet engagement pour la transition écologique, comment ça se met en place? C'est l'économie circulaire, c'est le recyclage, c'est la décarbonation. Qu'est-ce que vous faites pour donner envie à ces jeunes dont vous disiez tout à l'heure, ils sont en quête de sens, et l'écologie, ça fait partie de cette quête de sens. Alors aujourd'hui, effectivement, donc, comme l'a rappelé Islem, donc, on utilise déjà, quand il s'agit de caoutchouc naturel, des forêts préservées pour obtenir notre matériau de base. En ce qui concerne le pétrole, on utilise beaucoup de recyclage. C'est-à-dire que toutes nos chutes de production aujourd'hui sont recyclées dans les mélanges que l'on fabrique. D'accord ? Et on vient de plus en plus s'adresser aux produits en fin de vie pour justement venir réintégrer le caoutchouc issu de ces produits en fin de vie, les aspirateurs, les machines à laver, etc., ou les voitures aussi, pour venir réintégrer ces produits dans nos mélanges de base. Et vous essayez de travailler sur d'autres matières aussi? Alors, on travaille aussi sur un certain nombre d'autres matières pour faire nos mélanges, sur l'ensemble des additifs. On peut avoir des coquilles d'huîtres broyées, on peut avoir des écorces de riz broyées, enfin on a une multitude de choses. Et puis aussi, un point important, puisque je vous ai parlé de semelles de chaussures, on réutilise aussi, on vient démonter des chaussures en caoutchouc, et on réutilise les semelles de ces chaussures. Donc ça fait aussi partie de toutes ces choses de recyclage qui peuvent intéresser aussi les jeunes qui en quête de sens. Et ça, quand vous les recevez, les jeunes, c'est des questions qui vous posent, vous les sentez sensibles à ces arguments? Aujourd'hui, alors, à plusieurs titres. Effectivement, dans tout ce qui est le laboratoire, c'est quelque chose d'important. En production, un point important qu'on souligne, c'est la pénibilité au travail. Et par rapport à ça, donc, ce qu'on a mis en place, c'est un certain nombre d'aide à la production, d'aide aux opérateurs, dont des exosquelettes par exemple, pour justement simplifier leur travail et permettre aussi l'accession à des postes qui étaient à l'origine plutôt masculins à des femmes. Oui, la pénibilité, la soulager, c'est important pour ouvrir justement ces postes aux femmes qui représentent un quart des effectifs seulement. C'est un quart des effectifs et c'est en croissance sur les 5 dernières années. Alors, effectivement, avec des entreprises qui sont engagées pour
adoucir en quelque sorte les conditions de travail qui sont quand même assez pénibles pour certaines par rapport à des domaines d'activité qui sont purement industriels. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté d'inclusion, pour reprendre le terme de tout à l'heure, à la fois de la gente féminine, mais également en fait des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est extrêmement important aussi pour nous d'être inclusif. Et juste en fait pour un message aux jeunes qui nous regardent, venez en fait et découvrez par vous-même ce que votre place. C'est à vous en fait de créer votre place. Nous, on est là pour vous accompagner à la fois en termes de formation, en termes de montée en compétences, en termes de perspectives qu'on vous ouvre. Mais en tout état de cause, vous avez votre place et c'est à vous de la saisir. Juste un petit mot, comment vous soulagez la pénibilité dans l'entreprise pour les femmes? Vous avez mis en place des... Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on a mis des exosquelettes, ce sont des systèmes justement pour améliorer la prise de charge lourde, donc elles peuvent s'adapter aussi bien aux hommes qu'aux femmes, donc ça c'est un point important. Par rapport à ce que vient de dire Islem, un point aussi très important, je pense qu'actuellement on parle de souveraineté industrielle européenne. Ce genre de métier comme celui du caoutchouc fait partie intégrante de cette souveraineté industrielle. Et sans caoutchouc européen, et a fortiori français, on aura un grave problème dans les années futures pour justement pouvoir promouvoir l'ensemble de l'industrie. Prolonger peut-être, justement, on parle d'économie de guerre depuis quelques jours maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le caoutchouc a permis aux Alliés de gagner la Première et la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'était un matériau stratégique, et ça le reste d'ailleurs, et qui a permis de faire la différence par rapport à l'armement. Aujourd'hui, en fait, on a besoin justement de continuer à créer de l'emploi industriel dans le domaine du caoutchouc pour préserver cette souveraineté industrielle. Demain, si on loupe le coche, nos concurrents chinois, mais également américains, prendront du terrain, alors que nous, en fait, on va perdre en substance industrielle. De l'intérêt, justement, de continuer à développer cette filière, d'autant que les niveaux de salaire, on en parlait tout à l'heure, sont élevés. Absolument. On parlait avec Keolis de 2400 euros. Les salaires dans l'industrie sont extrêmement attractifs, en tout cas même pour les premiers arrivants. Si on parle, en fait, en moyenne pour les arrivants, c'est compliqué de donner une moyenne tout corps de métier confondu, mais en tout cas, on est bien au-dessus de ce qu'on peut connaître dans des métiers de service ou dans d'autres métiers. Mais en tout cas, si on donnait une fourchette pour que ça parle un peu aux jeunes, on est entre 2000 et 2500 euros pour le ticket d'entrée de départ en moyenne, encore une fois avec des disparités qui peuvent exister. Avec la possibilité aussi de se former tout au long de la vie et d'avoir des formations très pointues via l'école et la Nova. Absolument, en fait, il y a un message aussi à écouter, c'est que on a effectivement la possibilité de transiter par notre école de formation et la Nova, qui offre une employabilité à 100% des effectifs qui sortent. On forme des Bac+3, des Bac+5, venez, vous sortez avec non seulement une qualification et donc une formation extrêmement poussée dans le domaine du caoutchouc, mais aussi avec un CDI en sortant de notre école. Donc voilà une industrie qui s'engage pour les jeunes. En passant par la case alternance, vous prenez beaucoup d'alternants? On prend beaucoup d'alternants, ça c'est quelque chose d'important pour nous, justement, pour à la fois les évaluer et aussi les fidéliser. Donc c'est quelque chose effectivement d'important. Vous aussi chez Keolis, beaucoup d'alternants? Absolument, on en a 280 l'année dernière qui ont rejoint, donc je vous parlais tout à l'heure du CFA, et donc c'est un moyen effectivement de découvrir l'entreprise. Je pense que c'est intéressant tout ce qu'on se dit, mais c'est vrai que pour les jeunes, il y a toujours une espèce d'éloignement avec l'entreprise. Ça semble un monde un peu à part, en aparté de ce qu'on vit quand on est dans les études ou quand où c'est un peu éloigné des études. Et en fait, c'est voilà, à nous aussi de créer cette envie et ces passerelles. Je trouve que l'apprentissage, l'alternance, ce sont des passerelles absolument vertueuses et qu'il faut absolument préserver. Et donc, on va continuer à s'engager très clairement sur l'alternance. Bon, ça y est, vous les avez attrapés. Vous les avez attrapés. J'espère. Vous travaillez dans le caoutchouc ou dans le transport de voyageurs. Comment on les fidélise? Alors d'abord, on récompense la compétence. Ça, c'est hyper important. On responsabilise justement les personnes qui sont de valeur et qui sont engagées dans nos industries, dans nos entreprises. Ensuite aussi, on leur donne la possibilité de se projeter. On n'arrive pas sur un métier en restant tout au long de sa carrière là-dedans. D'abord, le caoutchouc est partout. Ça, il faut le savoir. On a la chance d'être dans une industrie qui est tournée vers des secteurs extrêmement porteurs, l'aéronautique, le spatial,
Également l'industrie de l'automobile qui traverse certes une phase difficile, mais qui est en train de se réinventer. On est aussi présent dans les transports. On est partout avec, encore une fois, des métiers qui sont extrêmement passionnants et qui permettent aux jeunes d'arriver, de se faire former, de se faire accompagner par des tutorats notamment, et faire en sorte de leur donner les gages de fidélisation au sein du monde du caoutchouc. Peut-être juste un mot, on a engagé le Tour de France du caoutchouc il y a 2 années en arrière, et après une quarantaine de visites terrain, je peux vous dire que je reste impressionné par la longévité des salariés au sein de l'industrie. Il y a des gens qui passent toute leur vie, parfois même dans la même boîte, tant c'est passionnant la vie qu'ils mènent au quotidien. Oui, métier passion, le caoutchouc, finalement, quand on apprend à mieux le connaître. Absolument. Je vous parlais de cuisine tout à l'heure. Quand on est tombé dedans, on est tombé dans le chaudron. Et nous, pour illustrer tout ceci, effectivement, on a des jeunes chez nous qui peuvent progresser assez rapidement, puisqu'on a dans certaines de nos filiales, que ce soit en France ou à l'étranger, des jeunes entre 30 et 35 ans qui prennent la direction de sites. Merci. En tout cas, à tous les 4. Bien sûr, certains vont rester avec nous, puisque dans un instant, on va continuer d'échanger justement sur ces métiers, sur ces secteurs qui recrutent. Et on continue de vous parler des secteurs qui recrutent. Place au métier de l'assurance. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Arastingy, directeur général de l'IFPAS. Bonjour Florence. Bienvenue Laurent. L'IFPAS, l'Institut français des professionnels de l'assurance. L'Institut de formation de la profession de l'assurance. Et c'est justement notre séquence, l'école de demain. Alors un mot de l'IFPAS, justement, cet institut de formation, Laurent, où il y a toute une palette de formations, justement. Oui, alors il y a la formation en alternance avec le CFA qui est en notre sein, il y a la formation continue. Sur l'ensemble, on forme 22 500 personnes par an, dont 1200 alternants par an. Oui. Quels sont les différents métiers de l'assurance? Ils sont nombreux. Il y a celui auquel on pense tout de suite de conseiller en assurance, mais la palette va de Bac+2 à Bac+5 jusqu'à des MBA. Et je rappelle que ce sont des métiers très divers, très variés, tant sur le développement commercial que sur l'indemnisation et sur tous les autres métiers d'accompagnement. Alors, parlez-nous un petit peu des différentes formations que vous proposez, qui vont du BTS jusqu'au Bac+5 ? Tout à fait. BTS, conseiller en assurance, que ce soit en assurance et banque en ce qui concerne l'IFPAS. Ici, on va s'intéresser, me semble-t-il, plus à l'assurance. Il y a les métiers en indemnisation avec des bachelors. Et il y a des métiers en master sur le marketing, la relation client, la souscription, l'assurance-réassurance. C'est extrêmement varié. Les métiers sont très nombreux. Est-ce que toutes ces formations se font en alternance? Oui, toutes ces formations se font en alternance et le secteur de l'assurance est un des premiers à avoir monté un CFA dans le secteur tertiaire. C'est très demandé et lorsqu'on voit qu'il y a environ 20 000 recrutements par an sur le secteur, c'est dont 7 200 en alternance. Donc c'est effectivement très prononcé dans le secteur. Donc si je comprends bien, tous les jeunes là, que vous formez à l'IFPAS ont quasi un travail avant même d'avoir terminé leurs études. Ils sont pré-recrutés à des salaires extrêmement élevés lorsqu'ils sont à des niveaux Bac+4, Bac+5, mais il y a de la place pour tout le monde. Par exemple, je raconterai une anecdote, j'ai voulu recruter quelqu'un qui sortait de notre Bac+5 pour intégrer l'IFPAS, je n'ai pas eu les moyens de la recruter. C'est assez rare, mais elle a été embauchée en premier salaire à 50 000 € par an. Donc on a effectivement des niveaux de salaire relativement élevés, mais il y a de la place aussi pour les Bac+2, les Bac+3, les Bac+5. Globalement, il y a une répartition un tiers, un tiers, un tiers. Une légère érosion sur les Bac+2 et une augmentation des Bac+5. Oui, parce que Bac+2, ça se fait plus trop maintenant, c'est plus Bac+3 et Bac+5. Encore dans nos métiers, on en a besoin. Je pense notamment sur les métiers des agents généraux, sur les courtiers en assurance, qui sont des métiers passionnants. Et on a besoin de ces profils qui sont des profils extrêmement intéressants, multicompétences. Donc on le disait, ces jeunes qui s'orientent vers l'assurance sont assurés d'avoir un travail à la sortie. Rapidement, c'est notre séquence, les métiers qui recrutent. Donc vous le disiez, Laurent Arastingy, de gros besoins, 20 000 postes d'ici combien de temps? Là, dans l'année. Là, dans l'année. Il y a un effet papy-boom, évidemment, puisque vous savez qu'il y a des départs, mais il y a quand même une croissance des recrutements de plus 7,5%. C'est un secteur, rappelons, à l'origine de 157 100 très précisément salariés dans le secteur de l'assurance. Et ce n'est pas une année exceptionnelle. C'est récurrent et c'est régulier. C'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce secteur. Alors, quel type de postes là sont particulièrement recherchés? À quel niveau de qualification?
Alors, on a des métiers en tension, des métiers émergents et des métiers en transformation. Si on prend les métiers en tension, c'est votre question, on peut dire que principalement ce sont les métiers commerciaux. Tout ce qui va toucher à la distribution, au développement commercial, ça représente environ 36% de l'effectif que je viens de vous annoncer. Il y a une véritable tension ici. Et sur les autres types de postes? Sur les autres types de postes, on va retrouver l'indemnisation, qui est un métier classique. Si vous additionnez les deux, on se retrouve à 54%. Donc oui, c'est une grande majorité. Et après, pour le reste, on est avec des métiers émergents ou des métiers en transformation. On parlait de vos formations à l'IFPAS. Là, dans les métiers qui sont recherchés, c'est à quel niveau de qualification que les jeunes sont demandés? Alors, on a de tout, une fois de plus. On a une répartition 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. C'est extrêmement bien réparti. Il faut les recruter parce que vous avez quand même un problème d'image dans le secteur de l'assurance. Ça, c'est votre gros souci. Hein. On dit que les jeunes préféreraient être banquiers qu'assureurs. Pourquoi cette image comme ça C'est vrai, vous avez raison. Certains vont vous dire assureur voleur, qui est une expression qui est rentrée dans le langage populaire, avec la petite phrase qui est indiquée en dessous. Malheureusement, ça a toujours existé. On fait tout pour lutter contre cette image, alors que les besoins sont colossaux et les carrières sont magnifique. Vous pouvez rentrer à un poste et évoluer. J'entendais tout à l'heure Keolis qui évoquait quelqu'un dans les transports qui passe en RH. Dans le secteur de l'assurance, c'est régulier. Donc les évolutions de carrière sont magnifiques. On m'aurait parlé de ce secteur au début de ma carrière, j'aurais immédiatement signé un contrat. Malheureusement, je l'ai découvert qu'il y a 11 ans, mais croyez-moi que c'est un secteur avec beaucoup d'ambition et beaucoup de perspectives d'épanouissement. Alors c'est comme le caoutchouc, quand on tombe dedans, on n'en sort plus là. Alors c'est une phrase de l'ancien président de la fédération, Bernard Spitz, à qui je rends hommage. Il l'a cité régulièrement. On arrive par hasard, on y reste, et j'ajouterais, on développe ses compétences, parce que tout au long de la carrière, 9 salariés sur 10 suivent une formation continue. C'est extrêmement élevé, donc on est accompagné tout au long de sa carrière. Oui, on va parler formation tout à l'heure et on verra aussi le groupe Keolis. Mais j'aimerais là qu'on insiste, parce que vous avez ce problème d'image. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie de recrutement pour essayer de séduire les jeunes, les faire venir dans votre secteur? Déjà, on accepte l'invitation les métiers de demain. Donc c'est c'est une très bonne chose. C'est la première action. Ensuite, là aussi, on se réinvente beaucoup. Bien sûr, il y a des journées portes ouvertes, on est présent dans les salons, mais c'est largement insuffisant. Il faut répondre sur les réseaux sociaux, il faut diffuser avec des émissions télé, ici ou ailleurs, et on doit avoir un changement d'image, et ça passe automatiquement par une meilleure connaissance de nos métiers. Et il y a aussi une véritable stratégie qui est de recruter en province. Expliquez-nous pourquoi. Oui, ça c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, je rends hommage à une personne qui doit être présente sur le plateau, une cliente d'RH d'Emma CSF, qui par exemple, c'est le dernier exemple en date, avait du mal à recruter, je me permets de parler en son nom, avait du mal à recruter à Paris et a eu l'excellente idée de recruter à Dijon, une ville de taille moyenne, pour être plus attractif. Et ça, c'est une logique qu'on trouve de plus en plus. Permettez-moi de vous donner un chiffre, Florence. Contrairement à l'image qu'on peut avoir dans le secteur de l'assurance, les 157 100 salariés que j'évoquais tout à l'heure, 60% de ces effectifs sont en province. C'est extrêmement intéressant. Et donc avoir cette logique d'aller en province par moins de concurrence et aller chercher une nouvelle population, de nouveaux candidats, c'est ce qu'a fait MACSF, c'est ce que font d'autres. Et on va jusque-là pour se réinventer. Oui. Et pour les séduire, il faut leur donner envie. Donc ça passe par quoi? Par ces perspectives de carrière qui sont mises en avant? Oui, alors bien évidemment, vous avez raison. Je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a le projet, il y a un sens, la quête de sens. Mais il faut se parler franchement. Il y a également le sujet de la rémunération qui est également là, les conditions de travail. Alors l'assurance a cette chance de pouvoir offrir tout cela avec une convention collective extrêmement avantageuse, des rémunérations bien supérieures à la moyenne et également un sujet que vous allez peut-être aborder, le télétravail. 70% des collaborateurs de l'assurance bénéficient du télétravail en moyenne 2 jours par semaine. C'est très différenciant. Et ça, c'est vrai que depuis la crise du Covid, ça parle beaucoup ça parle beaucoup et c'est un élément qu'on retrouve, parce que nous sommes également cabinet de recrutement et de chasse de tête, c'est dans les premières questions qui viennent également. Oui, est-ce que je vais bénéficier de télétravail et combien de jours? C'est un des éléments qui arrive avec le projet, avec le sens, avec la rémunération. Il y a maintenant ces sujets qui sont dans nos secteurs une évidence. Il y a un point quand même qui est propre à l'assurance, c'est cette possibilité d'exercer des métiers complètement différents tout en restant dans la même compagnie d'assurance. À un moment où on se dit qu'aujourd'hui, nos enfants, enfin les jeunes, ne vont peut-être pas rester dans une entreprise, n'auront peut-être pas un seul métier, vont exercer plusieurs métiers tout au long de leur vie. C'est ce qu'on explique souvent dans l'émission les métiers de demain. On peut exercer différents métiers tout en restant dans le secteur de l'assurance? Oui, il y a une ancienneté moyenne de un peu plus de presque 12 ans. 12,5 années en moyenne d'ancienneté. Donc on reste dans le groupe.
La moyenne d'âge est de 42 ans et donc il y a cette évolution qui se fait. J'ai vu des exemples incroyables. Des gens qui sont passés par des postes totalement différents, d'un poste plutôt commercial en distribution à un poste ressources humaines ou bien un poste en qualité en audit. Tout est possible et c'est un groupe qui est très ouvert sur l'extérieur, qui s'enrichit d'autres profils. Il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences en assurance pour rentrer. Les fondamentaux de l'assurance s'enseignent assez vite et on peut évoluer très facilement et apporter ses propres compétences. C'est un secteur ouvert vers l'extérieur. Oui, on peut commencer à vendre des contrats d'assurance et terminer dans la cybersécurité, par exemple. Tout est possible. Il n'y a pas de limite dans l'assurance. Vraiment, c'est un secteur qui mérite d'être connu et reconnu. Ça vous fait rire, c'est oui. possible chez Keolis? Alors, moins peut-être. Bon, il y a un peu de compétences techniques quand même à avoir en Oui, cybersécurité. En tous les cas, l'exemple était oui, assez drôle pour être souligné. Mais je pense que le message qui est important là de délivrer, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise, c'est une entreprise qui va avoir une démarche apprenante. C'est-à-dire, vous rentrez avec un capital qu'il va falloir faire fructifier, qu'on va pouvoir exploiter aussi, mais que vous allez pouvoir aménager, faire grandir au gré des possibilités, des opportunités. Je partage totalement cet avis. On va parler formation. J'aimerais juste aussi que vous nous disiez que c'est aussi un secteur où il y a de belles histoires. On peut commencer au bas de l'échelle et se retrouver patron d'une compagnie d'assurance. Oui, j'ai plein d'histoires. Je pourrais en parler pendant des heures, d'alternants qui sont passés par l'IFPAS, qui au jour d'aujourd'hui, donc avec des BTS, avec des Bac+3, qui au jour d'aujourd'hui président des groupes de 600, 700 collaborateurs. Et il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé ici. On peut être salarié, mais on peut également être à son compte. Je rappelle qu'un agent général, et il y en a 12 000 qui sont en action, ce sont des gens qui sont à leur compte. Je rappelle qu'un courtier en assurance est à son compte. Et donc, il y a des logiques entrepreneuriales aussi, intrapreneuriales dans les groupes et entrepreneuriales. C'est extrêmement complet, en fait. Et oui, ça peut répondre aussi à ces besoins d'autonomie qu'on peut avoir à un moment ou un autre de sa carrière. Que va changer l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle va offrir plus d'opportunités ou faire disparaître certains métiers? Non, l'intelligence artificielle, je partage ce que disait Madame tout à l'heure, l'intelligence artificielle c'est un outil, c'est un complément à ce jour. Le secteur de l'assurance est un des secteurs les plus touchés par l'intelligence artificielle, les plus exposés, bien évidemment. Cependant, ce que l'on note à ce jour, beaucoup de tests dans les grands groupes, mais les choses ne sont pas réellement encore en action et c'est utilisé plutôt comme outil comme assistant professionnel pour GSML et des plannings, outil pour détecter des fraudes, outil qui peut être utilisé en ce sens pour la traduction des langues. Voilà, on va plus le retrouver à ce niveau-là, mais à ce jour, on ne peut pas dire que ça remplace les postes et je pense que ce ne sera pas le cas. Et dans le caoutchouc, Nicolas Verdeil? Alors, déjà, au niveau de l'Institut... Comment on s'y prépare, oui. Voilà, donc au niveau de l'Institut de formation et l'ANOVA, dès le départ, les jeunes sont formés à l'IA. Pourquoi? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est cette notion de pouvoir accélérer un processus d'obtention des mélanges, parce qu'on est dans une société qui bouge à grande vitesse, et il faut qu'on aille de plus en plus vite. Par exemple, une voiture qui autrefois se développait en 5 ans, demain ça sera en 12 mois. Donc tout ça, il faut que l'ensemble des métiers se préparent à aller beaucoup plus vite. Et l'IA va aider, ne va pas remplacer les gens, mais va aider à aller plus vite pour obtenir les résultats attendus. C'est certainement le point commun de tous les secteurs, je pense, à mon avis. Oui, peut-être juste quelques mots par rapport à ça. Si on a besoin effectivement de l'IA et de faire évoluer nos métiers, mais surtout on a besoin aujourd'hui d'analyser un nombre de données importantes pour accompagner la décision, pour définir peut-être l'expérience client de demain. Et finalement, l'IA permet cela. Quand je parlais tout à l'heure d'intelligence derrière la machine, c'est là notre rôle que d'équiper, je dirais, avec la machine, mais aussi avec le cerveau qui va rendre l'intelligence artificielle encore plus intelligente. Donc ça doit nous augmenter et ça doit nous aider effectivement dans l'accompagnement à la décision et à comprendre ce qui se passe, à analyser certaines tendances, alors là voire encore, même un point commun à définir certaines recettes. C'est un point commun que nous avons tous et notamment c'est la raison pour laquelle, par exemple, nous avons maintenant des formations data scientists qui sont essentielles dans nos métiers, mais je pense dans tous les secteurs. C'est pour ça que je citais tout à l'heure la cybersécurité. La formation, un point clé, essentiel pour tout le monde, dans l'assurance, dans le caoutchouc. On va regarder un petit peu votre film, Lydie, donc, sur la formation chez Keolis, avec plusieurs témoignages de formateurs, de conducteurs, de mécaniciens. Regardez. On a un service formation interne qui est là pour nous aider, pour nous donner des supports quand on a besoin d'avancer. Donc on n'est jamais tout seul, que ce soit au sein du groupe, au sein de l'entreprise. Je ne connaissais rien au transport, je ne connaissais rien au civil. Et Keolis proposait une formation en pépinière, c'est-à-dire que pendant 1 an, j'étais dans des réseaux et ils me formaient, je travaillais en même temps.
Et après, j'avais un poste. J'ai intégré en janvier 2018 la pépinière exploitation bus et car pour pouvoir me former sur un futur poste de responsable d'exploitation dans une filiale urbaine, interurbaine, bus, car ou TAD, transport à la demande. J'ai eu une session de formation sur plusieurs semaines. Ça m'a beaucoup aidé au début, clairement. Parce que sans ça, je pense que j'y serais jamais arrivé. J'ai travaillé donc dans la formation, j'ai travaillé précédemment au niveau du tramway. Et donc là, je reviens pour prendre un poste d'encadrement au niveau du bus. J'ai 550 conducteurs, 9 managers. Donc je suis passé de 60 en fait à 500. Il y a des possibilités aussi d'évolution, de mutation. Parce que Keolis, c'est un groupe mondial. Keolis accompagne bien ses mobilités dans le sens où il y a l'accompagnement matériel qui est fait, mais il y a également tout l'accompagnement autour de la prise de poste. Typiquement, maintenant que je viens de prendre un poste de directeur de filiale, on a un cursus qui s'appelle Défi dans le groupe où on peut partager avec d'autres collègues qui sont dans la même situation que soi et puis ça permet de monter en compétences progressivement sur son poste. Keolis, on nous donne notre chance à des postes à responsabilité, je pense qu'on n'aura pas partout. Ma fierté aujourd'hui, c'est d'avoir pu faire différents postes, avoir pu évoluer et avoir vu aussi de la part de mes responsables une certaine confiance, ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir être sur un poste de responsable d'exploitation. Keolis m'a pris, je ne connaissais rien au transport, ils m'ont formé et ils m'ont permis d'évoluer. Je me dis si j'avais pas été chez Keolis, j'aurais pas connu tout ça, quoi. La formation, c'est un point commun à vous tous. On va faire assez vite puisqu'il nous reste plus que quelques minutes d'émission. Vous avez votre propre institut de formation Keolis, mais avec un point important quand même, c'est que vous donnez vraiment la chance aux décrocheurs. Complètement. On a envie de les ramener vers l'emploi et puis de les ramener aussi vers un projet parce qu'on disait créer la motivation, c'est aussi savoir se projeter sa vie, l'imaginer. Et en fait, l'imaginer, ça suffit pas. Ça demande du travail, ça demande des efforts. Et donc, nous, on aide à construire ça. On donne des moyens, on crée un espace pour que ce soit possible. Donc, avec l'Institut Keolis, on va former sur les différents métiers. Là, on a vu beaucoup de l'exploitation. On a entendu parler des pépinières. Donc, c'est un graduate programme. Ça dure 12-24 mois. On a dans les métiers de la maintenance, de l'exploitation, de l'ingénierie, et aussi du marketing, ces pépinières. Et derrière, il y a un CDI et il y a la possibilité très vite de prendre un poste de responsable d'exploitation. On a vu un exemple là, une femme en plus, ça me fait très plaisir, je suis très fière d'eux et d'elle. Et c'est vrai que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir les préparer, leur donner les moyens et finalement leur montrer la voie. Parce que vous avez vu aussi nos formateurs internes, des gens qui sont d'abord sur le terrain, qui gagnent en expérience et puis qui vont transmettre. Donc des tuteurs, des mentors, et puis des programmes défis qui créent des communautés managériales, qui créent des pratiques et qui permettent aussi de faire en sorte de partager les bonnes solutions, les bonnes pratiques entre nous. Ça, c'est important. Oui, partager les bonnes pratiques. Laurent, pareil, la formation, c'est important. Ça se co-construit aussi avec les entreprises. Oui, tout à fait. Nous, tout est en sur-mesure chez nous. Tout est intra-entreprise et c'est valable également pour les alternants. C'est-à-dire que maintenant, on prend des titres professionnels reconnus par l'État, RNCP dans le jargon, de Bac+2 à Bac+5, et on conduit un programme spécifique pour l'entreprise. C'est à peu près 10% de l'alternance chez nous, ce mode de fonctionnement. On parlait de féminisation des formations aussi, toutes formations qui sont ouvertes aujourd'hui. Alors chez nous, 60% des postes, c'est très féminisé dans notre profession, 60% ce sont des femmes, oui. Pareil au niveau formation, co-construction entre Elanova, par exemple, les entreprises du caoutchouc. Absolument. Donc l'ensemble des entreprises du caoutchouc font appel à la formation Elanova pour justement monter en compétences, faire des montées en compétences des différents salariés qu'on a dans nos entreprises, que ce soit opérateurs ou bien ingénieurs. Allez, puisqu'on parle formation, on va parler justement Parcoursup My Master, avec quelques informations pratiques. C'est notre rubrique Point de vue. Valérie de Flandre, conseillère CIDJ, je me tourne à nouveau vers vous. Donc ça y est, Parcoursup, My Master, les vœux sont faits. Maintenant, il faut mettre toutes les chances de son côté pour bien présenter son dossier. Quelques petits conseils. C'est le moment de finaliser ces dossiers pour les lycéens de terminale ou les étudiants en réorientation. C'est finalisé parce que pour certaines formations, on va leur demander des lettres de motivation, on va leur demander des books. À eux de faire émerger leur expérience extrascolaire. Quelques petits conseils justement. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant et puis quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Alors, ce qu'on va mettre en avant, c'est tout ce qu'on a pu expérimenter en dehors de l'école, grâce à nos intérêts, à nos loisirs. Pour les professionnels de l'orientation, c'est également un super bon moyen de faire émerger des motivations qui puissent s'approprier encore plus leur choix.
C'est faire émerger des qualités, des motivations professionnelles. Montrer sa personnalité, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Alors, il va y avoir aussi, pour ceux qui n'auraient pas de proposition à l'issue de la première phase, une phase complémentaire. Comment bien la gérer? Cette phase complémentaire, elle va proposer chaque jour des formations dans lesquelles il reste des places. Donc, c'est le moment de pouvoir faire émerger, de trouver un plan B, puisque dans de nombreux cas, il y a toujours des plans B à mettre en place. Mais qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on avait choisi au départ. Et à ce moment-là, comment vous les accompagnez? Souvent, il y a des chemins de traverse qu'on peut s'autoriser à prendre. Par rapport au métier de la banque ou des assurances, si on n'accède pas au BTS banque ou assurance, on peut passer par des formations commerciales et trouver des stages dans le milieu, au sein d'une compagnie d'assurance. Voilà, il ne faut pas être trop rigide finalement, il faut faire preuve d'un peu d'ouverture. Les recruteurs attendent de l'adaptabilité, c'est la meilleure preuve. Laurent ? J'ai un petit conseil à donner, très opérationnel. Attention aux mots-clés dans les CV. On parlait d'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'outils. Il y a ce qu'on appelle des ATS dans le jargon de la direction des ressources humaines. Les mots-clés des CV sont essentiels. Ça, c'est un petit conseil très pratique. Et du coup, il faut toujours bien lire les profils de poste proposés sur les sites des entreprises. D'accord. Et bien lire aussi les formations de façon à adapter ces lettres de motivation et pas faire une lettre de motivation standard. La personnalisation. Voilà. Et c'est là où il faut se méfier également de ChatGPT. Voilà, donc on ne fait pas faire sa lettre de motivation par ChatGPT. Hein, on se fait aider, on peut s'inspirer. Oui, mais on personnalise. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission spéciale sur les métiers qui recrutent. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, vous nous retrouvez sur Demain TV et MCE, ma chaîne étudiante, et puis bien sûr sur les réseaux sociaux et notre chaîne YouTube, Job Talk TV. À très vite.